Oui, tout à Alors, fait. bonjour Madame la Présidente Amine Savine El Barras. C'est un véritable plaisir de vous Bonjour. recevoir aujourd'hui en cette journée de mise en avant sur la plateforme pour parler d'un sujet important que sont les droits humains dans le monde en 2025. Euh, Avant d'aborder la thématique, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ONG, donc Amnesty International France, la section France notamment dont vous êtes présidente, et le rôle d'Amnesty? Et alors, je vais essayer de vous présenter effectivement de manière synthétique. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est parfait. Euh, voilà, donc Amnesty International est un mouvement international, comme son nom l'indique, dont le siège est basé à Londres. C'est un mouvement qui est né en 1961, qui a été euh, un mouvement qui a été créé par un avocat qui s'appelle Peter Benenson, qui s'était scandalisé des manquements à la liberté d'expression au Portugal à l'époque de la dictature de Salazar. Donc aujourd'hui, Amnesty International, bien, c'est 72 sections à travers le monde. Donc des sections, c'est comme la section française, c'est-à-dire à la fois un bureau où il y a des salariés qui travaillent sur des campagnes et puis également donc des militants. Donc nous ici en France, nous sommes une grosse section, nous sommes la quatrième section au monde avec quelque chose comme 140 000 membres sur l'ensemble du territoire français, national avec 100 salariés Alors, qui aujourd'hui donc déclinent les campagnes et les projets qui sont euh, amenés par la section, par le siège à Londres. d'accord. Vous ne m'entendez pas Si, peut-être, alors je vous entends juste, c'est ça? l'image a beaucoup bugué et c'est vrai qu'il y a quelques petites coupures qui ont lieu avec la connexion. Euh, Peut-être si je coupe ma caméra, la connexion sera meilleure. non, parce que l'idée c'est aussi qu'on puisse vous voir pour échanger, il n'y a pas de problème. On va se débrouiller, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc, Voilà. une des questions que beaucoup de Donc personnes... oui, oui, alors là, je vous vois plus du tout. du coup, ok. Ça, Alors, je suis désolée parce que pourtant, il me semble, moi, ici, avoir un réseau correct, vous êtes mais en je ne sais connexion pas si Wi-Fi peut-être? oui, en Wi-Fi, oui. D'accord, c'est curieux. Euh, c'est curieux. Bon, je vous laisse reprendre. Je vous préviens si ça coupe. D'accord, d'accord, merci. Oui, donc je disais que donc le mandat d'Amnesty International est un mandat de promotion et de défense des droits humains à travers le monde, donc tels qu'ils sont mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous connaissons bien ici en France. Et donc tout notre travail, en fait, se base sur le respect du droit international. Nous parlons bien entendu en grande majorité du droit international écrit après la Seconde Guerre mondiale, et donc voilà, le droit qui est en vigueur actuellement, donc là, qui nous guide dans nos réactions pour dénoncer là où les droits ne sont pas respectés, et donc lutter pour défendre les droits des personnes, quelles qu'elles soient. Voilà, donc notre mandat, forcément, sur les droits humains est très large. Ça va de l'abolition de la peine de mort en passant par la lutte contre les discriminations, la protection des civils dans les conflits armés, les droits des femmes, le droit des personnes LGBTI. Enfin voilà, le mandat est forcément très large puisque les droits humains sont nombreux. D'accord. Voilà, très brièvement, je pense vous avoir expliqué. Et une question qui peut se poser, c'est vous, à titre personnel, pourquoi vous avez fait ce choix de vous engager à Amnesty International et pourquoi vous avez voulu en devenir présidente? Ah oui, alors c'est une grande question. Donc, je suis membre d'Amnesty International depuis 35 ans. Donc, mon engagement remonte loin. À l'époque, je n'avais pas énormément de temps à donner à l'association puisque je travaillais et j'élevais de jeunes enfants. Donc, mais je me suis inscrite comme membre et j'ai Ah,
Ça- de je ne aux vous, ateliers. je ne vous entends plus. Ça a coupé quand vous avez dit je me suis inscrite comme membre. Voilà, je me suis inscrite donc comme membre à l'époque pour uniquement envoyer des courriers et signer des pétitions parce que je n'avais pas de temps disponible pour mener des actions avec les militants d'Amnesty. Donc, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Et puis, j'ai continué pendant ces 35 années en passant par la prise de responsabilité dès que cela était possible dans mon agenda. Et voilà, j'étais responsable de la région Nord-Pas-de-Calais, Somme, puisque je suis originaire de cette région. Et je suis rentrée au conseil d'administration d'Amnesty France en 2022. Et j'ai été élue présidente en 2024. Donc, je ne vous cache pas que c'est un mandat voilà, de responsabilité intense, on va dire. C'est aussi un engagement extrêmement fort voilà, dans cette lutte pour le respect des droits humains. Et on va en parler là, je pense, très vite. Exactement. La situation demande aussi cet engagement très fort. Et du coup, une des premières questions qui vient quand on parle Amnesty International, c'est quels sont vos différents types d'actions? Comment ça s'organise? Voilà. Alors, trois, décrit souvent notre action en trois temps. Enquêter, alerter, agir. Enquêter, pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui fait notre crédibilité, c'est ce qui fait notre légitimité. Donc, nous avons des équipes de chercheurs qui se rendent sur les lieux là où nous voulons euh, analyser une situation, décrire des événements. Donc, nos chercheurs sont formés, bien entendu, sont formés dans, par nos équipes. Et donc, ils sont sur les lieux et enquêtent en recueillant des témoignages et des contre-témoignages, en étudiant des éléments de preuve. Et tous ces éléments sont ensuite retravaillés par ce qu'on appelle un laboratoire de preuves, c'est-à-dire une équipe qui va recouper les informations qui ont été recueillies avec d'autres éléments, les images satellitaires, les informations qui ont pu être données, chronométrées, enfin, etc., de manière à avoir réellement des faits extrêmement précis et indiscutables. Et c'est à partir donc de ces faits indiscutables que nos équipes de juristes vont ensuite analyser la situation et décrire si oui ou non il y a violation des droits humains, dans quelle mesure, sur quelle base. euh, et à partir de là, donc, nous allons alerter à la fois les populations concernées en disant vous êtes victime de violation des droits humains. Bon, en général, ils le savent bien entendu déjà, mais aussi alerter les responsables sur place, alerter les associations, alerter la société civile et agir auprès des responsables de ces violations de droits humains. Donc, pour agir, eh bien, c'est essentiellement ce qu'on appelle du plaidoyer, c'est-à-dire, voilà, on apporte les preuves, on dénonce, euh, avec et on demande aux membres d'Amnesty International d'écrire en fait à ces responsables de violations pour faire pression et faire cesser les violations des droits humains. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Amnesty International, c'est effectivement 140 000 membres en France, mais c'est 10 millions de membres à travers le monde. Donc, quand nous sommes extrêmement nombreux à la table en dénonçant ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, effectivement, ça crée un moyen de pression qui est intéressant pour que les choses cessent. D'accord. Et alors, quand on pense à Amnesty France, il est vrai que la chose à laquelle on pense dans l'action récente d'Amnesty, c'est votre dernière action choc qui a eu lieu le 26 juillet dernier, qui était la Mm. projection sur la vasque olympique du slogan Stop génocide des Gaza. Une question que certains posent, c'est pourquoi cette action à ce moment-là? Et quelles ont été les répercussions de cette action, s'il y a eu des répercussions directes? Alors, pourquoi à ce moment-là? Bien parce qu'on était, les officiels enfin, commémoraient les 1 an de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, donc 2024. Et donc dans
cette situation actuelle, hein, cet été, dans lequel, on a l'impression qu'il y a une certaine torpeur, au regard de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, à Gaza. Eh bien, il fallait enfin, pour nous, il était important de réveiller la à la fois les consciences, mais aussi, nos officiels en disant: «Mais on n'oublie pas ce qui est en train de se passer à Gaza». Surtout en ce jour de commémoration, de l'ouverture des JO, car les JO, dans leur charte, eh bien, ont effectivement, des points qui concernent, le comment dire? Le respect des peuples, le respect, des droits de tous les peuples sans discrimination et donc, pour nous, ça résonnait forcément extrêmement fort avec, ce qui se passait à Gaza. D'où la décision d'agir, ce jour-là et ce jour-là, il y avait aussi beaucoup de monde autour de la vasque puisque, c'était, cette petite cérémonie. Pour nous, c'était vraiment important, voilà, de d'interpeller le monde quoi, d'interpeller nos officiels présents, d'interpeller le public et d'interpeller le monde entier parce qu'effectivement, les images ont fait le tour de la planète. Oui. Voilà, les et donc j'ai même eu, voilà des appels, me démontrant que voilà, que sur tous les continents, en fait, cette image avait été diffusée comme extrêmement forte et c'était bien l'objectif qu'on s'était fixé. C'était, alerter tout le monde et ne pas permettre, en fait, à qui que ce soit de s'endormir, sur le sujet, alors que la situation, est de pire en pire, si on peut le dire. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais voilà, c'était pour nous en tout cas, réellement très important et on a été vraiment, contents qu'effectivement cette action soit bien relayée, qu'elle soit bien visible, elle a bien marqué les esprits. Voilà, maintenant on voudrait que les actes suivent. Pour nous, c'est réellement ça le plus important. D'accord. Alors, je vais vous poser une question à laquelle je ne vais sûrement pas avoir de réponse, parce que c'est des choses qui doivent rester secrètes jusqu'au dernier moment. Est-ce que vous avez des futures actions à venir de ce type ou d'autres potentiellement qui ont pour objectif d'être le plus largement diffusées? Effectivement, Voilà. je ne peux pas vous répondre, vous vous doutez bien, on est en tout cas dans une période où on se dit qu'il faut frapper fort en quelque sorte pour, réussir à toucher, les esprits comme si, le monde se détournait en fait, en quelque sorte de ce qui est en train de se passer. Donc oui, nous avons, réalisé plusieurs actions, l'année vient de se passer. Nous avons, travaillé avec, Greenpeace, en avril pour, oui, c'était ça, avril de cette même année, pour, colorer en rouge la fontaine des Innocents, à Paris. Donc, si vous avez eu Oui, oui. l'occasion de voir, c'était aussi pour, Gaza et donc nous étions avec Oxfam et Médecins du Monde et donc Greenpeace dans cette action symbolique, c'était aussi montrer, ce voilà, l'horreur qui était en train de se dérouler sous nos yeux et puis nous avons aussi, réalisé une autre action, lors du salon du Bourget. Nous avons, fait un copier-coller du site, officiel du salon du Bourget pour, parodier heu, la vente que l'on peut, voir sur ce site, en la détournant et alors nous avons détourné ça en mettant des jouets d'enfants retrouvés dans les décombres de Gaza pour, montrer, vraiment, l'horreur de l'utilisation des armes qui étaient pourtant vantées, sur ce site et lors du salon. Bon voilà des actions, vraiment enfin phares en tout cas qui ont détonné un peu là sur cette année, 2025. L'idéal pour nous, ça serait d'avoir d'action de ce type à mener. Ça voudrait dire que les choses seraient que la guerre à Gaza serait terminée et voilà, on sait à quel point on en est loin encore.
Et là, du coup, vous m'avez évoqué, on a évoqué trois actions différentes, donc la Vasque olympique, la Fontaine et le Salon du Bourget. Les trois, elles tournent autour de la même thématique, qui est la thématique de ce qui se passe à Gaza. Est-ce que, au profit donc de mettre en avant davantage ce qui se met à Gaza, il n'y a pas peut-être l'impression de, enfin, le fait de mettre moins en avant peut-être d'autres thématiques parce que pour vraiment mettre en lumière celle-là, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un souci de logistique? Comment expliquer ce choix potentiel du coup de la part d'Amnesty France? Alors, il y a effectivement énormément d'horreurs à travers le monde en ce moment, et si on devait toutes les commenter de cette façon-là, je pense que ce serait même une journée ne nous suffirait pas, Bien sûr. malheureusement. Donc, il y a effectivement beaucoup, beaucoup, on va en parler, beaucoup de violations des droits humains. La situation n'a jamais été si terrible qu'aujourd'hui. Euh, et en même temps, il y a des violations des droits humains qui sont extrêmement significatifs de ce qui est en train de se passer et qui provoquent en cascade d'autres manquements. Et ce qui se passe à Gaza en fait partie. Ce qui se passe à Gaza, c'est non seulement une horreur totale pour la population qui est en train de le vivre, mais c'est aussi le symbole de la faillite du droit international, de la faillite des États qui ont contribué à élaborer ce droit, et donc un droit qui est piétiné, qui est bafoué devant tout le monde, voilà, comme si tout était désormais possible, que tout ce qui avait été créé après la Seconde Guerre mondiale pour éviter justement que des États ne débordent, eh bien tout cela n'avait plus, voilà, n'avait plus d'importance. Donc, oui, ce qui se passe à Gaza est extrêmement important et a d'énormes conséquences sur la situation mondiale des droits humains. Voilà, donc ça fait autant de raisons pour effectivement communiquer sur cette question, et d'autant qu'il y a une urgence à la faire cesser et que nous ne parvenons pas au moindre progrès. Voilà, chaque semaine, on est sur voilà, un degré, un niveau supplémentaire dans l'horreur. Et donc, oui, c'est important pour nous de travailler sur Gaza. Mais on pourrait travailler aussi sur l'Ukraine, comme on l'a fait à un moment donné. On pourrait travailler Oui. sur le Soudan, on pourrait travailler sur la RDC, enfin, ou le Myanmar. Il y a tellement d'endroits aujourd'hui où les choses vont très mal. Et c'est vrai qu'il y a des endroits dont on ne parle pas, en fait, qui sont vraiment passés sous silence. Et dernière question avant d'aborder la thématique du droit international en lui-même. On avait un intervenant juste avant qui est un spécialiste de la géopolitique pour parler du sommet Trump-Poutine qui avait lieu hier soir, qui pose une question un peu plus générale sur votre action. N'avez-vous pas l'impression parfois de vider l'océan à la petite cuillère au vu de la situation du monde qui ne cesse de se dégrader? C'est vrai que c'est une vision pessimiste, mais est-ce qu'il vous arrive d'avoir cette vision pessimiste et de vous dire on fait tellement, mais il y a encore tellement à faire? Alors, C'est une question oui, on difficile, je pourrait. sais, oui. On pourrait effectivement se laisser, se laisser bercer par ce pessimisme. Je ne vous dis pas que de temps en temps, nous n'avons pas des moments de découragement, mais nous avons surtout des moments d'encouragement, parce que les choses bougent, y compris au niveau de la situation mondiale. La société civile, de ci, de là, est en train de bouger. Et c'est tout le travail qu'on est en train de faire à la date d'aujourd'hui, quand on dit il faut résister à cette situation. C'est tout ce travail de mobilisation de la société civile qui, elle seule, aujourd'hui, devant la faillite des États, peut faire pression pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Donc, il y a des situations qui marquent à quel point il est important de travailler à cette résistance. Regardez ce qui s'est passé à Budapest autour de la marche des fiertés. C'est quand même, s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quoi. Dans un pays où on a interdit la marche des fiertés, on a menacé les participants, les organisateurs, eh bien, on a réussi à rassembler 300 000 personnes, un chiffre totalement
incroyable au regard des habitudes, de la démarche de fierté à cet endroit. Et donc ce qui nous montre bien que, il y a une capacité de mobilisation et ce nombre de manifestants dans Budapest, a empêché les autorités, de sévir. En fait, il y a pas eu d'interpellation, il y a pas eu d'amende, les organisateurs n'ont pas été arrêtés, la police qui était présente sur place a dit: «Mais on ne peut rien faire, vous êtes si nombreux». Voilà. Donc ça nous montre bien que, résister est important, est indispensable, et c'est ça qui nous donne du courage quand on voit effectivement qu'on avance sur des points comme celui-là. C'est ça qui nous donne du courage et en tout cas, c'est aussi ce qui nous caractérise, quoi. C'est cette détermination et moi je le dis souvent, cette obstination, voilà, qu'il nous faut garder précieusement et même malgré les moments où effectivement, la situation est vraiment difficile. D'accord. Et alors là, du coup, on va aborder le sujet du droit international. On remarque donc depuis quelques mois, quelques années, une utilisation accrue du droit international comme élément d'argumentation sur divers sujets par la société civile, par les individus de manière générale. Amnesty, vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous en avez toujours fait une boussole. Est-ce que vous pouvez nous définir en quoi ce droit international consiste, sur quoi il se base pour que tout le monde dans le chat puisse avoir une idée de qu'est-ce que le droit international et ensuite on ira davantage dans le détail. Oui, alors je ne suis pas, attention, je le dis tout de suite, je ne suis pas une spécialiste du droit international, voilà, et je ne suis pas juriste non plus. Mais néanmoins, je peux déjà souligner que ce qui nous importe dans le droit international, c'est la reconnaissance des droits humains, des droits des peuples, dans leur vie quotidienne, dans leur organisation, dans l'organisation des sociétés et dans les droits de chaque individu qui compose cette société. Donc, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est cette notion d'égalité. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Voilà. Cet élément-là, pour nous, il est réellement premier. Et donc, dans ce droit international, on confie en fait à l'international, aux instances qui sont créées après-guerre, la possibilité d'intervenir quand un gouvernement d'un État euh, marche à l'envers, c'est-à-dire voilà, contrarie cette notion d'égalité des droits, de dignité, que ce soit dans les droits économiques et sociaux ou dans les droits politiques et dans le droit des citoyens, etc. Enfin, l'ensemble des droits que nous pouvons tous revendiquer. Donc, ce système, ce droit international créé après-guerre, au titre du plus général, après, après les horreurs de l'Holocauste, eh bien, est censé, en fait, empêcher tout gouvernant qui s'affranchirait de cette notion des droits universels. Ça, c'est la théorie. La pratique est autre, mais quand ce droit international a été créé, euh, euh, il a été créé, d'abord, il a été mené, élaboré en majeure partie par les États occidentaux, mais auxquels se sont adjoints quand même bon nombre d'autres États. Euh, voilà, preuve effectivement que ces droits s'adressaient à tous et à toutes et non pas uniquement aux États qui avaient travaillé à leur élaboration. Donc ça, c'était vraiment le principe premier, essentiel. Et nous, ce qui nous concerne essentiellement, c'est le droit international humanitaire, particulièrement là, dans la situation que l'on vit actuellement, le droit qui est appelé aussi droit de la guerre, c'est-à-dire la protection, tout ce qui concerne la protection des civils, les droits des civils dans les conflits armés. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur le sujet. Après, dans ce droit international, on va trouver aussi la convention sur la prévention
et du génocide, hein, la prévention et la mise en œuvre de tous les moyens possibles et imaginables pour faire cesser un génocide. Donc cette convention, aujourd'hui, on la met forcément en avant puisque nous avons dénoncé un à Gaza. Et donc on va retrouver voilà, quelques spécificités sur certains droits, euh, comme le génocide, oui, il y en a d'autres, voilà, mais il y a aussi ce qui concerne les droits des femmes, par exemple, Oui, les crimes enfin, sexuels le plus droit, largement sur les populations civiles, voilà, oui. voilà. Donc on va retrouver certaines parties de ce droit qui sont beaucoup plus spécifiques. Et dans ce droit, à l'issue du statut de Rome, on va trouver aussi la création de la Cour pénale internationale, voilà, qui est pour nous une instance internationale extrêmement importante, puisqu'elle est chargée véritablement de juger les responsables de violations graves des droits humains. Et puis on a aussi la Cour internationale de justice qui, elle, peut être saisie par un État pour dénoncer ce qu'un autre État est en train de faire, dès lors que ce sont des actes contraires au droit international et aux droits humains de manière plus générale. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez Si, si, c'est précise, mais suffisamment par rapport au sujet qu'on aborde en tout cas. Et du coup, je disais dans ma question précédente que voilà, la notion de droit international est beaucoup plus utilisée dans l'usage courant, que ce soit dans les discours politiques ou même par les discours militants, les discussions entre individus. On parle beaucoup plus de droit international qu'avant. Euh, Selon vous, quel a été l'élément déclencheur ces derniers mois, années, et est-ce que c'est pas déjà une victoire qu'on mette davantage le droit international en avant à l'échelle des individus que ce n'était le cas auparavant? alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus parce que tant ce droit international est violé aujourd'hui et questionné du coup, puisque il est violé, y compris par des États qui ont été extrêmement forts dans la construction, dans l'élaboration de ce droit. Donc, oui, c'est normal qu'on en parle beaucoup. C'est aussi parce que ce droit international, et je ne l'ai pas dit précédemment, et c'est quand même un élément essentiel, ce droit international crée des obligations des États. Et donc, ce sont ces obligations aujourd'hui que l'on revendique, en fait. Quand on dit dans la Convention sur la prévention du génocide, et, et, eh bien, tous les États signataires de cette convention ont des obligations. Donc, aujourd'hui, le fait qu'il y ait un génocide en cours et que notre pays, par exemple, ne fasse rien pour l'en empêcher, eh bien, le rend responsable vis Ça vient de couper. national. Donc, il y a cette prise, ben, à la fois du côté politique, et bien forcément, il y a cette question en cours, mais du côté du public, il y a aussi cette prise de conscience, en fait, des obligations qui sont celles des États, et des risques de sanctions dès lors qu'on ne les respecte pas. D'accord. Et moi, je me posais une question, et il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui se la posent dans le chat. Aujourd'hui, certains évoquent une mort programmée de l'ONU du fait de l'application des droits de veto par le Conseil de sécurité, empêchant parfois certaines décisions ou résolutions importantes. Est-ce que vous comprenez ce pessimisme vis-à-vis du fonctionnement de l'ONU actuelle? Et de manière globale, comment on peut garantir que les organisations, les institutions multilatérales, elles restent impartiales et efficaces dans le monde qu'on a aujourd'hui? Ça, c'est effectivement une question extrêmement importante. Non, le droit international n'est pas mort, l'ONU n'est pas morte. Que les choses doivent évoluer, que on soit amené demain à modifier des points d'organisation essentiels, ça me paraît, ça nous paraît aujourd'hui en tout cas indispensable. De sécurité, il suffit qu'un État pose son droit de veto pour que rien ne puisse être dit. Voilà, c'est quand même tout à fait anormal. La représentation au sein du Conseil de sécurité n'est pas non plus des plus équitables. Donc, il y a des choses à revoir, tant au niveau du Conseil de sécurité qu'au niveau de l'ONU en elle-même, où effectivement aujourd'hui on
a des résolutions qui ne sont pas contraignantes et qui, du coup, ne sont absolument pas suivies des faits. Combien de résolutions sont restées lettres mortes? Donc, il y a effectivement des choses à modifier, des choses à faire évoluer. Comment on va y arriver, je ne sais pas le dire, mais en tout cas, il faut qu'on pousse dans ce sens-là. Et ce d'autant, encore une fois, qu'aujourd'hui, la situation à laquelle on assiste aujourd'hui est absolument terrible puisque sont en premier lieu des grandes puissances euh, qui ont été à l'initiative de ce droit international, de la mise en place de l'ONU. Ce sont ces grandes puissances qui aujourd'hui ne respectent pas les décisions, ne respectent pas les résolutions de l'ONU, mettent un droit de veto au Conseil de sécurité. Vous l'avez bien compris, je parle essentiellement des États-Unis. Il n'y a pas que, mais j'en parle beaucoup parce qu'effectivement, la position aujourd'hui des États-Unis nous montre bien quelle est l'insuffisance de notre système multilatéral et la nécessité de le faire évoluer pour qu'il soit plus équitable, que d'autres États puissent être entendus et surtout qu'un seul pays, tel les États-Unis, ne puisse pas bloquer en permanence toutes les résolutions dès lors qu'il s'agit d'un pays qui est son allié. Donc ça, pour nous, c'est réellement extrêmement important. À souligner, c'est vrai, vous le disiez, il y en a d'autres. Pour le coup, par exemple, tout ce qui va se passer dans les pays du Caucase ou en Ukraine, ça va être la Russie qui va appliquer la même logique. Et tout ce qui va se passer dans les pays d'Asie, sur les populations ouïghours et autres, ça va être la Chine qui, de son côté, va aussi faire la même chose. C'est vrai que pour le coup, on se rend compte que régionalement parlant, c'est comme on va dire, il y a un pays à peu près qui a une influence dans chacune des régions du monde qui est actuellement dans le Conseil de sécurité de l'ONU. La France, il y avait le Centrafrique, le Royaume-Uni, il y a les anciennes colonies. Il y a toujours au moins un de ces pays qui a vocation à faire son droit de veto pour protéger ses intérêts. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ben, on n'avance jamais. Voilà. Et la question derrière, c'est au final, quels sont les outils par-delà l'ONU, diplomatiques ou économiques, pour inciter ces États à respecter le droit international et humanitaire, et notamment à respecter les mandats de l'arrêt de la CPI, notamment contre des puissances alliées. Je pense notamment à Netanyahou ou à Vladimir Poutine. Oui, alors je pense non seulement pour souligner ce que vous venez de dire, c'est non seulement le fait que les États défendent en premier lieu leurs propres intérêts ou ceux de leurs alliés au détriment de la vocation même du système multilatéral, non seulement ça nous amène à l'inaction, mais ça décrédibilise aussi le système. Parce que ces mêmes États sont vraiment dans une logique de poids de mesure, quoi. On a vu avec quelle rapidité l'Europe a condamné les actes de Poutine à juste titre, hein, lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, voilà, la condamnation a été extrêmement rapide. Et on n'a pas vu l'Europe, on n'a pas vu la France avec la même célérité, loin de là, c'est le moins qu'on puisse dire, en ce qui concerne Gaza ou la Cisjordanie. Donc, ça, c'est mauvais parce que ça décrédibilise. Et du coup, ça ne fait qu'encourager les États qui n'auraient pas envie de respecter ce droit international à le faire, puisque de toute manière, même ceux qui l'ont créé le font. Donc, du coup, ça, c'est la marche en avant vers le non-respect du droit international. Et plus on marche vers le non-respect, plus les sanctions que vous évoquez sont difficiles. Parce que oui, les sanctions, elles sont avant tout économiques. On aimerait bien là, justement voir quelques-unes arriver, euh, mais elles sont aussi politiques. Enfin, on a quand même le mandat de la Cour pénale internationale qui, jusqu'à présent, avait vocation au respect total par tous les États signataires. On est en train de s'asseoir dessus. Voilà, Netanyahou survole l'espace aérien français et on ne bouge pas. Alors qu'en théorie, dans le respect du droit, dans le respect des obligations de la France vis-à-vis de la Cour pénale internationale,
la France ne devait pas laisser Netanyahou survoler son espace aérien, elle devait l'arrêter. Donc, devait arrêter son avion et le remettre à la CPI. Donc, euh, des sanctions, il en existe. Oui, elles sont essentiellement économiques, mais elles sont aussi politiques. Dès lors que des actions politiques peuvent euh, faire bouger les alliances dont se servent les États qui violent les droits humains. Et donc, tout cela aujourd'hui est effectivement mis à mal, euh, mais avec quand même, il faut le dire, mais avec quand même quelques lueurs d'espoir quand on voit que c'est l'Afrique du Sud Elle était à qui l'origine, a oui. qui a été à l'origine de l'action à la Cour internationale de justice. C'est extrêmement intéressant. L'Afrique du Sud, qui elle-même, il y a des années, voilà, critiquait la Cour pénale internationale, critiquait la Cour internationale de justice, revendiquait voilà, de ne pas en être signataire et de ne pas croire en ce multilatéralisme, alors qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui saisit. Donc, on se dit que les choses bougent, les choses évoluent et que plus les États qui ont justement eu des difficultés à adhérer à ce droit international, plus ces États vont le défendre et l'utiliser, eh bien, plus il va être authentique, en fait, plus il va prendre du poids. Donc ça aussi, c'est important. Et ça aussi, c'est une source d'espoir et d'encouragement que de se dire que ça bouge aussi ailleurs que dans les pays occidentaux. Mais comment on fait pour appliquer des mandats d'arrêt de la CPI quand plus de la moitié de la population du monde vit dans des pays qui ne reconnaissent pas l'existence de la CPI au final? La Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, pas mal de pays d'Afrique dans la partie du Maghreb, certains pays du Moyen-Orient. Comment on fait pour appliquer ces mandats, prouver la légitimité de la CPI quand voilà, la moitié de la population du monde ne vit pas dans des pays qui reconnaissent son existence et donc son mandat? Oui, en fait, en même temps, ça a fonctionné. Duterte s'est fait arrêter il y a quelques mois et a été remis à la CPI. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Effectivement, 10 ans après ses méfaits, mais il l'a été quand même. Donc, euh, ça prouve que malgré toutes les insuffisances qu'on peut noter aujourd'hui, eh bien, cette CPI, elle est utile et elle sert. Donc, on peut rêver effectivement, que davantage d'États eh bien, reconnaissent la CPI. On sait aussi pourquoi aujourd'hui c'est si difficile. Les choses avancent au rythme, voilà, au rythme qu'on veut bien leur donner. Pour autant, on ne peut pas dire que la CPI aujourd'hui n'a pas son utilité. On le voit bien. Voilà, ne serait-ce encore une fois que pour du tertre, on le voit bien, on se dit: «Mais quel, quel soulagement pour toutes les victimes, du tertre que de voir enfin, mis devant ses responsabilités et devant, ce qu'il a fait». Donc, voilà, oui, c'est imparfait, oui, c'est insuffisant, oui, il faut certainement faire évoluer les choses, oui, peut-être que le droit international de demain sera différent de celui d'aujourd'hui. Peut-être qu'il faut créer aussi de nouvelles instances heu, mais en tout cas, ce que l'on a, est pas si mal et c'est ça il faut l'avoir en tête, dès lors que l'on s'en sert et dès lors que l'on pousse nos États à s'en servir. Voilà, dénoncer aussi la position, française, sur, le fait qu'on ne puisse pas arrêter même avec un mandat de la CPI, on ne puisse pas arrêter Netanyahou parce il est actuellement en exercice, en tant que dirigeant en exercice, c'est quand même incroyable. Alors que la Cour pénale internationale, justement, ne reconnaît pas cette immunité liée à l'exercice. Donc, on se dit, avant de se battre pour faire autre chose de la CPI, eh ben déjà, battons-nous pour que ces décisions soient respectées dans les pays qui sont signataires, dont la France. Donc nous, en France, on a aussi à se battre pour cette reconnaissance. Voilà, parce qu'aujourd'hui,
les juridictions françaises, eh bien, effectivement, ne vont pas jusqu'au bout de la réflexion et c'est bien dommage. Et il existe des sanctions pour les pays qui refusent d'appliquer les décisions. Par exemple, vous citiez la France tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être engagé par la CPI contre les pays qui ont refusé d'intercepter, par exemple, vous parliez tout à l'heure de Netanyahou. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faisables sur ce point de vue-là? Alors, il n'y a pas de sanctions, la CPI n'émet pas de sanctions envers les États. Donc ce sont elle juge les individus et sanctionne les individus. En ce qui concerne les sanctions envers les États, c'est l'ONU qui est en capacité. Après, voilà, moi encore une fois, je ne suis pas spécialiste du sujet et je ne connais pas parfaitement les arcanes du droit, en ce qui concerne les sanctions envers les États. Mais il y a, on le sait, et là, on le voit aussi très régulièrement. On vient d'en discuter justement au gré de la rencontre Trump-Poutine en Alaska hier. Il y a la question quand même des sanctions économiques et qui pèsent énormément dans la balance. Regardons ce qui se passe en Iran, enfin, ou ce qui s'est passé en Syrie Alors d'ailleurs. Donc, là, je vous il y a entends très peu. Il y a eu un bug de connexion. Je vous ai très peu entendu sur les deux dernières phrases. D'accord, je parlais des sanctions économiques Oui. et de ce qu'elles pouvaient nous permettre d'obtenir. Je citais l'exemple de l'Iran, je citais l'exemple de la Syrie, voilà. Et la question qui se pose aujourd'hui vis-à-vis de l'État israélien, pour lequel voilà, on a essayé de demander à l'État français de faire pression. On a aussi demandé à l'ensemble des pays de la communauté européenne d'agir en sorte de dénoncer les accords qu'il y a entre l'Union européenne et Israël, parce que si ces accords sont dénoncés, eh bien effectivement, ça crée un moyen de pression énorme sur l'État israélien pour faire cesser les horreurs qu'il est en train de commettre. Donc, voilà, ça, effectivement, c'est une façon de faire bouger les choses. Bon, après, quels sont les autres moyens de pression aujourd'hui? Je pense qu'ils sont essentiellement politiques et ça se joue au niveau des alliances entre les pays et on sait combien, ces alliances sont importantes, pas au niveau économique certes, mais pas uniquement et donc notamment dans le maintien au pouvoir de certains gouvernements et ça, là aussi, il y a vraiment possibilité d'agir et de faire pression. D'accord. Alors, vous savez, le sujet israélo-palestinien est un sujet très polarisé qui fait énormément réagir. J'ai Harpelune dans le chat qui pose la question de pourquoi, à l'issue du 7 octobre, Amnesty a refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Que répondez-vous à ceux qui accusent l'organisation d'avoir un biais idéologique et anti-occidental? Voilà. Alors effectivement, c'est une question, qui revient, souvent. Pourquoi ce mot terrorisme, j'entends bien qu'il signifie, certainement quelque chose d'important pour toutes les personnes qui revendiquent, de l'utiliser. Et non, je comprends tout à fait, tout à fait. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ce mot terrorisme. C'est juste que notre mouvement ne l'utilise pas parce que, en droit international, il ne crée pas d'obligation. Ça, c'est vraiment important pour un mouvement comme le nôtre qui travaille à partir du droit international. Si on traite des personnes ou un ensemble de personnes de terroristes, ça ne crée rien en matière d'obligations internationales. Si on dit ces personnes commettent des crimes de guerre, eh bien, là, pour le coup, en termes de droit international, ça crée des obligations et c'est automatiquement des sanctions à leur encontre. Voilà pourquoi on utilise, plutôt, ces termes-là. On a parlé du Hamas et de groupes armés qui ont commis, des crimes atroces et injustifiables, qui relèvent des crimes de guerre. Voilà une façon de qualifier des actes,
qu'on pourrait effectivement, si vous souhaitez, appeler de terroristes, pourquoi pas? Mais ça ne nous est pas utile. Mais dire qu'ils sont injustifiables et qu'ils relèvent des crimes de guerre, pour nous, là, on peut agir avec ça derrière, on peut demander des sanctions, on peut traduire les responsables devant les tribunaux et c'est ça qui est important. D'accord. Et Voilà. sur Après, oui, 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 je veux dire, on a beaucoup utilisé, ce sujet pour en faire une polémique à un moment où on ne souhaitait pas entendre non plus ce qu'on avait à dire sur le sujet et ce qu'on avait à dire sur, les violentes attaques qui ont suivi le 7 octobre. Donc on nous a dit: «Bah, voilà, vous n'utilisez pas le mot terroriste, c'est pour justifier de» non, on n'a rien justifié. On a toujours dit: «Les crimes du 7 octobre sont injustifiables et doivent être sanctionnés». Donc appelons-les par leur vrai nom pour qu'ils puissent être sanctionnés. Et puis le mot terrorisme, ça aussi il faut le dire, il a une signification très vague et différente d'un pays à l'autre, hein. Et même à l'intérieur du même pays, nous ici en France, on a différentes façons, de comprendre ce mot terrorisme. On parle d'écoterrorisme en France. Enfin, ça prouve bien que ce mot, il est aussi galvaudé. Heu, donc moi je veux bien, mais à un moment donné, ça veut dire quoi? Enfin, on va pas, comparer, ce qui se passe dans, les manifestations pour la défense des droits de l'environnement en France avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Enfin, c'est complètement, fou, quoi. Donc appelons les choses par leur vrai nom. Mais encore une fois, moi je n'ai enfin quand j'entends parler de quand les personnes me disent: «Moi, c'est important pour moi de dire que c'est du terrorisme», ça ne pose pas de questions, ça ne me pose pas de problème. Juste moi, je vais utiliser, des mots qui vont qualifier encore une fois, réellement ce qui s'est passé. d'accord. Et du coup, pour rester sur l'international, avant de faire un petit focus national sur votre action en France, quelles sont les responsabilités des États exportateurs d'armes vers les pays impliqués dans les violations graves? Alors, pour vous dire, pour vous donner une idée, j'ai utilisé le rapport que vous avez fait en 2024 de 485 pages euh, que j'ai regardé. J'ai pas tout lu parce que c'est quand même assez costaud. Mais et du coup, j'ai Ouais. vu que c'est un sujet que vous évoquez, voilà, la responsabilité des États qui exportent les armes. Quelle est-elle d'un point de vue du droit international et de manière assez globale? Alors là, pour le coup, on est sur le droit du commerce international et notamment sur la vente des armes. Il est bien spécifié. Nous, c'est très, très clair, ici en France. Hem, on ne peut, livrer des armes que, enfin plutôt, on ne peut pas livrer d'armes à un pays dès lors qu'il y a suspicion, ils n'ont même pas preuve, suspicion que ces armes, peuvent être utilisées contre des civils. Donc dès lors que l'on peut craindre que ces armes soient utilisées contre des civils, on ne doit pas les livrer. C'est quand même un élément extrêmement important. Et donc aujourd'hui, on est, donc dans un pays, enfin dans une situation, dans laquelle l'armée israélienne bombarde de manière intentionnelle des civils, donc dans des endroits surpeuplés, des femmes, des enfants, des journalistes, des travailleurs humanitaires, voilà, bombarde des civils intentionnellement. Donc, quelle que soit la façon dont on appelle ça, c'est de toute façon, au minimum, c'est un crime de guerre, parce qu'en droit de la guerre, c'est interdit, voilà. Eh bien, ça veut dire, pas de livraison d'armes. Et quand on dit pas de livraison d'armes, c'est pas seulement, pas de livraison d'armes déjà constituées, c'est pas de livraison de tout ce qui peut permettre la fabrication Composants. d'armes. Donc ça veut dire tous les composants. Et donc, c'est bien ça, qui a fait l'objet d'un scandale totalement justifié il y a quelques mois lorsque les dockers dans le port de Marseille ont empêché, l'embarcation de palettes qui contenaient des composants, pour les armes israéliennes. Enfin,
voilà, enfin, je veux dire, c'est interdit. Ces composants vont servir à fabriquer des armes qui vont servir à se battre contre la population civile, à tuer la population civile. Donc c'est interdit. Donc ça, c'est, vraiment une question importante en ce qui concerne la situation, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Hem C'est la raison pour laquelle depuis longtemps nous demandons que les livraisons d'armes cessent et que cette livraison soit absolue, c'est-à-dire qu'elle concerne aussi tous les composants qui entrent dans la fabrication des armes. Voilà, et donc On, on- c'est là où la France n'a pas été tout à fait claire. on peut aussi évoquer la même problématique par rapport au conflit russo-ukrainien, où on rappelle que pendant les premières années du conflit, la totalité des forces de drones kamikazes étaient vendues par l'Iran à la Russie, qu'on sait que la Corée du Nord ou la Chine fournissent des composants matériels pour faire les armes. En fait, j'ai presque envie de dire que d'une certaine manière, est-ce qu'on ne peut pas dire que tous les exportateurs d'armes sont presque soumis à cette question? Parce qu'au final, quand on va dans des pays d'Afrique, qu'on voit les guerres civiles ou les juntes militaires qui attaquent leur propre population, quand on voit un peu partout dans le monde, j'ai presque envie de dire, tous les exportateurs d'armes s'exposent au fait quasiment assurément que les armes vendues se retournent en partie contre des civils, que ce soit leur propre population ou celle de leurs voisins. Oui, et hélas, c'est aussi parce qu'on assiste à une évolution en fait des conflits armés. On le voit bien, vous citiez effectivement les différents pays dans lesquels aujourd'hui on fait peu de cas des populations civiles. Alors ça ne veut pas dire qu'auparavant euh, les populations civiles étaient toujours épargnées, mais voilà, quand on regarde un petit peu en arrière sur les guerres, les guerres du siècle dernier ou même plus récentes, mais qui remontent voilà, à 20 ans, eh bien, on voit bien que aujourd'hui, c'est plus tout à fait, on n'est plus tout à fait dans le même schéma. Euh, on a cette sensation que les civils sont utilisés en plus pour faire pression sur les conflits armés et que les viser aujourd'hui est peut-être aussi une stratégie, ce qui est strictement interdit, encore une fois, en droit international humanitaire. Donc, oui, qui dit livraison d'armes dit forcément danger, mais la guerre est toujours un danger. Euh, euh, Quoi que l'on fasse et quel que soit le droit qu'on va mettre en place, un conflit armé restera toujours un conflit armé avec ce qu'il a d'horrible et de risque aussi. Donc il y a de toute façon de la part des gérants une obligation qui est celle de ne pas viser intentionnellement les civils, de tout mettre en œuvre pour les protéger. Ça, c'est une obligation. Les vendeurs d'armes ont aussi l'obligation de vérifier que cette position-là sont bien. Alors, malheureusement, là, c'est Donc, vrai que là, c'est très, très assuré sur vos dernières phrases, là. Même moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez juste répéter les deux dernières phrases, peut-être? oui, je disais qu'aujourd'hui, effectivement, on peut craindre que toute livraison d'armes soit utilisée contre des civils parce qu'aujourd'hui, on assiste à un défaut de protection, un défaut de prise en compte de l'obligation des États de respecter les vies civiles, y compris dans les guerres. Donc, c'est un état de fait. Je lisais il n'y a pas très longtemps un article sur le sujet qui disait, mais aujourd'hui, en fait, on a l'impression que cibler des civils, ça fait partie de la stratégie Oui. de guerre. Voilà, donc, et il faut le dénoncer. Et la question, justement, de l'interdiction de livraison d'armes à ceux qui l'utilisent contre les civils, eh bien, ça doit nous aider. Et d'ailleurs, Ça doit nous aider Pardon, excusez-moi. ouais, allez-y, allez-y, je vous écoute. J'ai Ravatchol dans le chat qui me posait la question, comme quoi, avec Amnesty International, vous aviez entrepris des actions contre Macron dans la vente des armes françaises utilisées au Soudan contre les civils, Oui. et qui demande de savoir où ça en est actuellement d'ailleurs par rapport à ces actions.
Alors ces actions sont bien compliquées et donc effectivement, il s'agit pour nous d'obtenir, justice en dénonçant quelque chose qui a été interdit. Donc c'est en cours, donc toutes ces actions-là sont en cours. C'est très compliqué en France parce qu'il y a, une protection, une chape de plomb presque sur, les ventes d'armes, sur les contrats et les contrats d'armes et donc en fait, on a et encore c'est un progrès parce qu'avant on n'avait même pas ça, mais nous n'avons à ce jour que connaissance, des livraisons, d'armes, en tout cas des montants des livraisons d'armes de l'année précédente. Donc forcément, c'est extrêmement compliqué pour être réactif, quant aux responsabilités du gouvernement français sur le sujet et lorsqu'on réclame à avoir des informations et bien, voilà, on a à chaque fois, un blocus qui est celui, voilà, ça fait partie des affaires d'État donc on ne peut rien dire, donc ça c'est enfin, la législation française est bien faite pour verrouiller le sujet ce qui pour nous, complique donc forcément, les choses. Donc oui, des choses sont en cours. Je pense que pour l'instant, il faut encore attendre avant de savoir si ça va ou pas déboucher sur quoi que ce soit, mais l'idée, c'est d'être l'État français devant ses responsabilités. Soudan, oui, effectivement, au Soudan, les livraisons d'armes débouchent également sur des attaques de civils et ça, la France doit forcément, assumer sa responsabilité et donc se retirer, D'accord. de l'importation d'armes. Alors, Voilà. est-ce que vous m'accordez quelques minutes supplémentaires parce que ça devait durer 1 heure, mais en fait, j'ai encore tellement de questions à vous poser. Vous m'accordez un peu plus de Il y a temps? pas de problème, Ah, pas de merci beaucoup. problème. Je voulais vous poser des questions sur le travail d'enquête d'Amnesty International. Donc, comme vous avez dit, vous faites un très gros travail d'enquête sur le terrain avec des enquêteurs sur place, avec d'autres antennes d'Amnesty International dans chaque pays. Comment ça s'organise dans les pays considérés comme à risque? Est-ce qu'il n'y a pas des pressions potentielles sur les agents et comment vous pouvez garantir leur sécurité? Oui, c'est un gros sujet cela. Effectivement, nous avons, certaines sections dans des pays, où la liberté d'expression, n'est pas respectée. Donc, dans ces pays, il nous faut être extrêmement prudent. Donc, et donc dans ces pays-là, hem, souvent on demande et ça coule un peu de source de ne pas agir sur son propre pays. Vous savez, on a, à la fois, une action, qui est orientée vers l'international et une action qui est orientée vers son propre pays. Nous, par exemple, en France, on a 80 de notre action sur l'international et 20 d'action sur la France. Bon, certains pays, ne peuvent pas mener cette action sur leur propre pays parce que, ça les amènerait, à être en difficulté. Donc, je pense à certains pays où le droit d'expression aujourd'hui est considérablement, réduit et où il est dangereux en fait de critiquer, les actions, de son propre gouvernement. Je pense notamment aux sections du Maghreb là qui en ce moment, voilà, vivent des choses pas simples. Donc ça veut dire beaucoup de prudence, plutôt des actions sur l'extérieur, et nous-mêmes à l'international, à chaque fois qu'on doit, mener une action sur ces pays-là, on va toujours le faire en s'assurant de la non mise en danger de la section locale sur place. D'accord. Bon voilà, après il nous arrive parfois d'être obligés d'extraire, nos personnels sur place. Je pense notamment à Hong Kong. À Hong Kong, on a été obligé de de sortir, la section, hongkongaise parce qu'au moment où le gouvernement Ah, il y a une coupure complète là. a instauré sa loi sur, hem J'ai une coupure complète quand vous avez dit au moment où Hong Kong. voilà. Au moment oui, donc à Hong Kong, quand le gouvernement chinois a instauré la loi qui criminalise les Oui. associations qui ont des revenus de l'étranger. Nous, effectivement, on a des revenus, globaux et donc à ce moment-là, il a fallu sortir en urgence la section de Hong Kong
hem, qui a continué, à travailler, à l'extérieur et qui aujourd'hui vient de se constituer en, section à part entière, section Hong Kong Overseas. C'est leur nom, le nom qu'ils se sont donné. Donc ils sont à l'extérieur de Hong Kong, mais ils continuent en tant que section hongkongaise. D'accord. Voilà, après d'autres sections, Bah, ont dû fermer. moi, ça me faisait penser à la section turque, où votre homologue, Oui, Taner Kilik, avait été pendant 8 années d'instruction et emprisonné 14 mois par les autorités locales. Et moi, c'est pour ça que je vous posais la oui. question. Je ne sais pas s'il était turc lui-même, du coup, mais voilà, il y avait eu 8 ans d'instruction à son encontre par le gouvernement turc. Il avait été emprisonné 14 Oui. mois. Et c'est vrai que ça pose la question, tant des enquêteurs sur place que, on va dire, des pontes, des grandes têtes de l'association qui sont pris directement pour cible pour ce qu'ils représentent aussi. Oui, oui, bien sûr, il y a des risques, et donc c'est le devoir, en fait, de l'ensemble du mouvement de je pense que je suis revenue. Oui, vous êtes de retour. Alors, j'ai coupé du coup ma caméra pour que ça vous prenne moins de connexion de votre côté. Et ça a l'air d'être bon. En tout cas, je suis là et on vous voit correctement là. OK, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc je ne sais plus du coup quelle était la question. Oui, la question du coup, c'était sur notamment, bah, j'ai évoqué le cas de Taner Kilik en Turquie, Oui, qui avait été donc emprisonné par les autorités locales mmh, et qui était le président oui, d'Amnesty Turquie. c'est ça. Donc effectivement, il a été arrêté, ainsi que la directrice à l'époque, mais qui a été plus rapidement, relâchée, innocentée. Mais le président a été donc arrêté, emprisonné. Enfin, il a subi effectivement un certain nombre de d'attaques, très difficiles. Donc nous l'avons beaucoup, beaucoup soutenu. Toutes les sections d'ailleurs l'ont soutenu, en sachant qu'il y avait des moments où il valait mieux être dans le silence, parce que le fait, de montrer qu'il y avait un mouvement international, qui était favorable, à ce à ce président, et bien ça pouvait causer plus de tort que de bien. Donc tout était dans la juste mesure au bon moment. Donc oui, dans certains pays, on peut se le dire, enfin, c'est des responsabilités qui sont difficiles à tenir et qui ne sont pas sans risque. Nous avons d'autres sections, à travers le monde dans lesquelles les responsables, sont parfois inquiétés, sont parfois menacés ou subissent des pressions. Je pense aussi certaines sections africaines qui aujourd'hui, voilà, sont extrêmement prudentes dans leurs discours, dans leurs actions, de manière à pas se mettre en danger. Et le fait que tout cela est surveillé au niveau du secrétariat international avec, s'il le faut, une extraction, ou sinon, voilà, une mobilisation de l'ensemble des sections dès lors que ça peut être utile. Mais oui, c'est pas toujours simple, hein, de défendre les droits humains. Les défenseurs des droits humains sont inquiétés dans beaucoup de pays, il n'y a pas que ceux d'Amnesty International d'ailleurs, dans beaucoup de pays, il ne fait pas bon, défendre les droits humains, comme il ne fait pas bon non plus, toujours de défendre les droits de l'environnement. Je pense à Ouais, tous les militants qui c'est parfait parce que là, vous me faites le lien, qui est la question de comment on fait pour lutter contre la criminalisation abusive des défenseurs des droits humains et des militants pour le climat dans le monde. Ah, quels sont les leviers? ben, d'abord, c'est le premier levier, c'est de dénoncer, en fait, parce que tout se fait, soit dans le silence absolu, soit, en déformant, en criminalisant, comme vous le dites. Donc, il y a, un travail important de dénonciation et de rétablissement des faits, qui est réellement, très important. Et c'est ce travail d'enquête qui nous permet de le faire d'ailleurs, hein, et de le et d'affirmer que dans telle ou telle situation, les accusations étaient infondées, et que tout ce qui a pu être fait est particulièrement injuste et contribue en fait à une politique, de silenciation. Donc parce qu'on sait très bien aussi que cette politique de silenciation fait partie de la stratégie de tous ceux qui justement, veulent, anéantir ou mettre sous cloche, la question des droits humains. C'est aussi un outil extrêmement, important pour les gouvernements qui ont des pratiques autoritaires, qui veulent effectivement instaurer,
des lois, et plus globalement une politique autoritaire. Donc on sait bien que c'est un sujet, extrêmement important et donc sur lequel, il faut, être vigilant, un en dénonçant, 2 en mobilisant, un maximum de personnes, autour. Donc, nous ici en France, on n'est pas épargnés par ça, hein. On vient de sortir un rapport, sur, la façon dont l'État français, empêche, aussi, le les défenseurs du droit à l'environnement de s'exprimer. On l'a vu, au travers, plusieurs manifestations qui ont été soit empêchées, soit heu, lourdement, attaquées, voilà. On veut faire taire en fait, un certain nombre de défenseurs des droits dès lors que leur discours, ben voilà, va à l'encontre, d'une politique qu'on cherche à instaurer. Donc oui, dénoncer, ça c'est extrêmement important, faire savoir, et faire savoir non seulement dans le pays, mais faire savoir au niveau international. Je pense que c'est une action en tout cas qui est pour nous, on pratique, de manière, très fréquente, c'est une action assez efficace. Après elle n'est pas toujours, elle n'a pas toujours la rapidité souhaitée, mais en matière de défense des droits humains, voilà, la rapidité n'est pas forcément, notre meilleure qualité, mais voilà, il faut faire avec. D'accord. Et tout à l'heure, vous évoquiez 80% international, 20% national. En France, en quoi consistent vos actions? J'ai Crystal qui pose la question dans le chat de savoir si ça se pose notamment sur peut-être les prisonniers, les conditions de surpopulation carcérale, ou par exemple sur les migrants au niveau de la Manche. Est-ce que c'est sur ces sujets ou c'est sur d'autres sujets, vos 20% justement que vous évoquiez tout à l'heure? Alors sur la France, on a plusieurs sujets qui nous préoccupent. Alors, en ce qui concerne les prisonniers et les conditions carcérales en France, c'est un vrai sujet qui nous préoccupe beaucoup, mais que pour l'instant nous ne traitons pas. Nous préférons, donc travailler avec les associations qui se sont spécialisées, sur le sujet, qui font un bon travail et que nous aidons, comme nous pouvons. Mais voilà, on ne peut pas être, sur tous les sujets tout en même temps, surtout sur la question des prisons. C'est vraiment une spécificité, et donc qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en capacité d'assurer. Hem, Par contre, sur la France, ça fait plusieurs années maintenant que nous sommes sur les régressions en matière de liberté d'expression, de liberté de réunion pacifique. Donc, je pense notamment à toutes les restrictions de manifestation, dont on a pu vivre, sur ces dernières années, et aussi sur la liberté d'association. Donc, liberté de réunion pacifique, oui, je pense aux manifestations, notamment aux manifestations, je le signalais juste avant, qui concernent l'environnement. Je pense, aux manifestations, sur les méga-bassines ou plus récemment les manifestations sur la 69, contre la 69, hein, où on a assisté véritablement à des restrictions du droit de manifester pacifiquement. Et avec aussi un traitement qui a été réservé aux manifestants qui n'étaient absolument pas respectueux, de leurs droits fondamentaux. Donc, nous avons, bien entendu dénoncé ça. En matière de liberté d'expression, on est aussi sur la question palestinienne. Donc, peut-être de manière moins évidente aujourd'hui, oui, certainement de manière moins évidente aujourd'hui, mais on a vécu quand même des moments, extrêmement difficiles. On ne pouvait pas parler, hem, des exactions de l'armée israélienne, dans Gaza sans, voilà, se faire attaquer, derrière. Donc liberté d'expression, liberté d'association également, puisqu'on a vu, des tentatives du ministre de l'Intérieur de dissoudre, des associations. Je pense notamment, à Urgence Palestine, là, qui a été, que le ministre de l'Intérieur avait annoncé pouvoir dissoudre, hem, Il alors y avait que le cas des c'est une soulèvements de la Terre association. aussi précédemment. Voilà, il y a eu les soulèvements de la terre. Bon, heureusement, ça a été donc effacé, mais sur Urgence Palestine, tous les choses se sont arrêtées, mais c'est une association, qui est constituée de Palestiniens en exil,
Dissoudre une association créée par des Palestiniens en exil en plein génocide, c'est quand même assez incroyable d'être capable d'annoncer ça. Bon, depuis, on en entend plus parler, souhaitons qu'effectivement ça ne mène à rien. En France, on a eu également des sujets autour des violences policières dans les manifestations, notamment les manifestations pour les retraites. Ça commence à dater un peu, mais enfin, à l'époque, on avait documenté cela. Les manifestations sur l'ethnique bassine également. Euh, voilà des sujets qui nous préoccupent. Et puis, vous l'avez cité, la question des migrants, puisque en France, on assiste à une avalanche de décrets, de circulaires, de lois qui viennent en fait constituer un millefeuille voilà, qui ne cesse de grandir. Et ce millefeuille ne va toujours que dans le sens de la restriction des droits des personnes migrantes, avec certaines dispositions qui sont même contraires à la Convention de Genève sur le droit des personnes à demander l'asile et à être protégées lorsqu'elles sont en danger dans leur pays. Donc, oui, on a des sujets en France, il y en a bien sûr ailleurs, mais on a des sujets en France, oui. Et alors là, justement, vous parliez de la Convention par rapport au droit d'asile. Ça me fait penser à une polémique récente qu'il y a eu. Euh, je ne sais pas si vous avez pris position avec Amnesty International. Est-ce qu'Amnesty, vous avez pris position par rapport au cas Nour Atala? Vous savez, c'était cette étudiante palestinienne qui avait été extradée de Gaza, qui devait être étudiante à l'université de Lille et qui a été expulsée du territoire français pour avoir tenu des propos où elle glorifiait les discours d'Hitler et des nazis, etc., et qui a du coup été extradée au Qatar. Est-ce que Amnesty a eu une position, par exemple, sur des cas comme cela, où voilà, on a des personnes qui ont droit à l'asile, mais qui ont ce genre de comportement ou de propos qui sont tenus? Alors sur cette jeune fille particulièrement, non, nous n'avons pas pris position, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, Amnesty ne prend pas position tant qu'elle n'a pas des éléments, extrêmement, factuels, prouvés, reprouvés, enfin, authentifiés et cetera. Donc, dans cette période, d'été, un peu compliquée pour tout le monde, nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir, suffisamment d'éléments. Donc, nous ne nous sommes pas prononcés, D'accord. pour cette jeune fille. Mais de manière plus large, on va dire que la question du droit de chaque individu à demander l'asile dans un pays tiers, dès lors que dans son propre pays, sa vie est mise en danger, ça, c'est un droit fondamental. Donc, il existe pour tout à chacun. C'est un droit qui est universel. Donc, il n'y a pas de raison de le remettre en cause qu'un individu ait commis ou commette des actes qui sont répréhensibles au regard de la loi française, eh bien, qu'il soit effectivement questionné et ou sanctionné pour ces fameux actes. Pour autant, ça ne doit pas remettre en cause le droit légitime à être accueilli et mis en sécurité. Voilà, en tout cas, ça c'est un principe, Oui. donc c'est le nôtre, bien entendu. Et tout à l'heure, vous citiez voilà, des actions. Je suis allé regarder un peu les différentes pétitions récentes. Vous avez aussi la question du numérique qui demeure. Oui. Numérique et dans l'aspect réseaux sociaux comme dans l'aspect reconnaissance faciale. Voilà, je vois que vous avez une pétition sur la reconnaissance faciale en France ou encore sur Mmh. TikTok. Et Oui. moi, je me pose la question de est-ce qu'Amnesty, vous avez une position parce qu'on sait que l'anonymat permet d'exprimer davantage sur Internet, hein, davantage voilà, au niveau de la liberté d'expression les personnes disent davantage ce qu'elles pensent quand on n'a pas forcément le nom qui est accolé aux propos. Est-ce qu'Amnesty a une position vis-à-vis de la question de l'anonymat sur Internet ou autre? Vu que je vois que vous avez des positions sur les questions du numérique, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà interrogé? Alors c'est pas notre sujet, sur le numérique, avant tout sur, la protection donc des utilisateurs. Donc vous évoquiez TikTok, pour nous, c'est extrêmement important qu'effectivement, il y ait des engagements qui protègent les enfants, en fait,
des algorithmes aujourd'hui qui les emmènent vraiment dans des situations qui ne font qu'aggraver le mal-être de certains jeunes qui cherchent parfois refuge sur les réseaux sociaux. Donc, Mmh. ça, c'est notre combat. Comme on se bat également contre la publicité abusive qui vont influencer des jeunes voilà, dans des directions qui ne sont pas les meilleures pour leur bien-être. Voilà des sujets qui préoccupent énormément donc sur les réseaux. Vraiment le droit des utilisateurs, pas être soumis, à des influences qu'ils n'ont pas demandé, à ne pas, recevoir en fait un certain nombre de données sans qu'ils en aient fait, explicitement, la demande et donc autrement dit qu'ils ne soient pas soumis, heu, à la fois à des images ou des discours, qu'ils n'auraient pas souhaités et D'accord. qui, heu et qui mettraient en danger. Donc ça, c'est une chose extrêmement sur la surveillance, de masse, nous avons, donc dénoncé en France l'expérimentation qui est mise en place pour les jeux olympiques, avec des caméras, qui étaient installées, un peu partout et le fait que ces caméras soient reliées, à l'intelligence artificielle, que ces caméras soient capables de détecter des comportements dits anormaux, mais dits anormaux par qui, pas Ah, je bien, vous ai perdu. Je vous ai perdu quand vous avez parlé des comportements dits anormaux. voilà, des comportements dits anormaux par des personnes qui créent des algorithmes, qui sont forcément biaisés par leur propre perception de ce qu'est un comportement anormal. Donc, par exemple, il s'agissait pour les caméras de repérer des attroupements de supérieurs à 5 personnes sur un trottoir pendant plus d'un certain temps. Comme si effectivement, vous ne pouviez pas vous retrouver entre amis, sur un trottoir et discuter pendant une demi heure sans automatiquement vous faire accuser de malveillance. Les algorithmes, repéraient également les personnes qui restaient, immobiles à un même endroit pendant, un certain temps et donc ça ciblait de fait, les personnes sans domicile fixe. Voilà donc autant de comportements repérés comme «anormaux», je le mets bien entre guillemets, qui en fait ne le sont pas forcément, mais ciblent des personnes qui tout à coup se voient discriminées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font, alors que, ce sont des personnes tout à fait pacifiques et qui n'ont aucune mauvaise intention. Donc nous avons dénoncé cela et d'autant plus que, le système était tout à fait capable, aussi d'être relié à la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale que nous ne souhaitons pas non plus, que nous dénonçons également comme un manquement fort au droit à la vie privée et donc nous continuerons à nous battre sur ce sujet. Donc même si je sais que les caméras dans les villes, sont très 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 plébiscitées par les mairies actuellement et par les habitants, certainement sans conscience, réelle de ce que cette surveillance peut amener, peut apporter, dès lors qu'elle serait mise entre les mains de personnes moins bienveillantes peut-être que celles qui sont en place aujourd'hui. D'accord. Alors, je mets le lien dans le chat de vos pétitions. Je vois qu'il y en a 13 actuellement sur le site d'Amnesty France. Donc voilà, sur différentes thématiques, internationales comme nationales. Euh, je vais revenir sur un événement qui a eu lieu en 2020. En 2020, il y avait le Z-Event. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est ce grand événement caritatif qui a lieu sur la Oui, plateforme tout Twitch à fait. chaque année, voilà, Oui, auquel d'ailleurs, je précise, oui. j'ai la chance de participer cette année. Et vous aviez, le Z-Event avait récolté en 2020, donc pour Amnesty, 5,7 millions d'euros. Comment vous percevez, vous, ce genre d'événement qui est assez novateur, j'ai envie de dire, peut-être pour les associations, que c'est pas forcément, ou les ONG, qui n'est pas quelque chose de forcément très commun, qui apporte un public totalement différent, un peu plus jeune, potentiellement moins investi. Comment c'est perçu tout ça et Mmh. par,
par les ONG, notamment par Amnesty. Oui, c'est très, très, très bien perçu, à plusieurs titres. Bon, le premier qui est une évidence, c'est qu'effectivement, récolter une telle somme, vous doutez bien que pour nous, c'est particulièrement important. Il y a une grosse partie de cette somme qui est partie, que nous avons confiée à l'international pour financer les sections qui n'ont pas les moyens que nous avons ici en France et qui ont besoin de l'aide des autres pour pouvoir travailler. Donc, une partie de cet argent était partie à l'international dans la redistribution. Une autre est venue donc nous aider à produire aussi nos propres recherches, puisqu'en France, on fait également quelques recherches sur la France. Et donc ça, c'est la première évidence. La deuxième, c'est le fait que cet événement puisse toucher autant de personnes et autant notamment de jeunes, les jeunes qui font partie de nos cibles prioritaires. C'est pour nous extrêmement important de réussir à toucher la jeunesse parce que nos combats sont les leurs, bien sûr, et qu'il nous faut aussi à la fois réussir à les interpeller, réussir à les questionner sur toutes les situations qui nous préoccupent, et il nous faut également voilà, diffuser notre message et essayer, tant que possible, de proposer aux jeunes de nous rejoindre dans notre combat. Donc, The Event a été vraiment un événement particulièrement fort qui a permis de toucher beaucoup de monde et beaucoup de jeunes. Donc, ouais, c'est forcément un événement pour nous que nous n'oublions pas et que nous n'oublions pas d'ailleurs. Et alors là, on s'approche de la fin de l'échange. Je vais quand même vous relâcher parce que ça fait 1h20 qu'on est ensemble déjà. Alors qu'on entame donc le dernier quart de l'année 2025, sur un aspect global, quelle est votre perception des droits humains dans le monde cette année? Quelles sont les plus grandes avancées et à l'inverse, malheureusement, les plus grandes régressions? Alors, je vais redire ce qu'on a dit lors de la sortie de notre rapport annuel là, en avril, fin avril 2024. Je pense vraiment qu'on est dans une crise mondiale des droits humains. Alors, c'est vrai que chaque année, à l'occasion de la sortie de notre rapport, on dit voilà, les droits humains, ça va pas, les droits humains, ça va pas. Mais je pense que vraiment, cette année, ça a pris, enfin, cette déclaration a pris une gravité vraiment particulière, quoi. On est dans une époque où l'influence de ce que nous appelons les anti-droits humains, cette influence n'a jamais été aussi forte et aussi large. Euh, Elle a été considérablement accélérée par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, donc n'est pas responsable à lui seul de tous les manquements aux droits humains, mais qui a accéléré un processus en cours euh, qu'on a, voilà, dans lequel on pourrait laisser penser que en fait, les droits humains, c'est accessoire, que les droits humains, voilà, il faut les oublier et c'est la loi du plus fort et c'est la loi du plus fortuné. Donc plus on est riche et plus on est fort et plus, on a des chances, de pouvoir écraser les autres. On est dans cet état d'esprit, qui pour nous, est réellement, dramatique, d'autant qu'il est, accentué par l'augmentation du nombre de pouvoirs autoritaires sur tous les continents. On n'a jamais eu autant de gouvernements qui ont des pratiques autoritaires, qui instaurent des lois autoritaires, avec une société civile qui est parfois réduite à néant, des partis politiques qui sont interdits, des défenseurs des droits qui sont emprisonnés. Ces pratiques-là amènent dans tous les cas des discriminations importantes et donc les plus vulnérables, eh bien, ce sont effectivement les femmes. On le voit en Iran, on le voit en Afghanistan, mais aussi dans d'autres endroits. Ce sont aussi les personnes qui n'ont rien, les populations pauvres. Euh, euh, En fait, on a l'impression que cette machine qui est en route est un vrai bulldozer et qu'on assiste à quelque chose voilà,
qu'on ne pourrait pas arrêter. Donc ça, c'est vraiment le côté négatif de la situation d'aujourd'hui, dont il faut avoir conscience, d'autant plus conscience que pour le côté positif, on ne pourra arriver à contrer ce qui est en train de se passer que si on prend conscience de ce qui est en train de se passer. Et donc, comment contrer? Ben, c'est ce que j'évoquais en introduction, c'est résister. Résister. L'humanité doit l'emporter dans cette guerre contre les droits humains. L'humanité doit l'emporter. Et donc, nous devons mobiliser la société civile. Si on ne peut plus faire confiance, si on ne peut plus attendre des États qu'ils se bougent, qu'ils fassent quelque chose pour faire cesser les exactions, eh bien, c'est la société civile qui doit s'en emparer. Et donc, à nous de bouger, à nous, associations de défense des droits humains, associations voilà, de toutes parts, aux civils, à tous ceux qui le souhaitent, de se mobiliser. Nous ne devons pas nous laisser faire. Euh, Prenons pour exemple la marche des fiertés de Budapest que je citais tout à l'heure. Voilà, 300 000 personnes ont réussi à empêcher que certains défenseurs des droits des personnes LGBTI soient arrêtés. Prenons l'exemple aussi de certains pays dans lesquels la société civile se mobilise tellement qu'elle empêche aussi que des lois liberticides soient produites. Je pense, il me semble de mémoire qu'il s'agit du Ghana, mais je mets entre guillemets parce que je suis tout à fait sûre de moi à cette heure, mais euh, dans un pays dans lequel le pouvoir en place euh, voulait permettre à nouveau les mutilations génitales féminines qui avaient été interdites précédemment. Donc le pouvoir en place voulait à nouveau abroger cette loi et permettre à nouveau ces mutilations. Eh bien, la société civile s'est mobilisée dans la capitale et ils ont empêché que cette loi soit abrogée. Voilà des exemples de succès qui nous montrent bien que lorsque nous nous bougeons, nous pouvons faire quelque chose. Alors, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait. Parfois, effectivement, il faut beaucoup de détermination, de l'obstination, comme je disais tout à l'heure, mais il ne faut pas se laisser faire. Et donc, à nous de résister à tout ça et à perturber en fait cet environnement actuel qui fait que, voilà, on nous présente tout comme si c'était irrémédiable, comme si on ne pouvait pas faire autrement. Ça arrange bien en fait ceux qui veulent mener leur politique anti-droit. Euh, et donc, à nous de réagir comme vous le faites aujourd'hui, voilà, en écoutant et en cherchant à comprendre ce qui est important en matière de droits humains, c'est aussi une résistance. Et donc, merci en tout cas pour cette invitation et merci de m'avoir permis de m'exprimer comme ça devant vous. Et encore une fois, on a besoin de compter vraiment les uns sur les autres. Et merci beaucoup à vous. Alors, je rappelle par rapport à ce que vous venez d'évoquer, voilà, on rappelle que dans le monde, vous parliez des mutilations génitales des féminines, 230 millions, selon l'UNICEF, de femmes ont été mutilées. Et en France, il y a, je crois que c'est 53 000 de ces femmes qui vivent en France aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose de marginal. Voilà, pour juste, je faisais un point là-dessus. Et pour conclure, et vraiment conclure, que diriez-vous à des personnes qui souhaitent aujourd'hui davantage s'investir afin de les convaincre de s'engager au sein d'Amnesty International? Je pense que l'engagement pour les droits humains, c'est vraiment un engagement de tous les jours et en même temps, c'est un engagement peut vraiment être à sa propre mesure. On n'a pas tous le temps de passer 8 heures par jour ou 9 heures par jour pour Amnesty, comme je le fais en ce moment, et moi non plus, j'ai pas pu toujours le faire. Euh, Se battre pour les droits humains, c'est en fait un état d'esprit. Et moi, je dis souvent que le combat le plus important, c'est celui que l'on fait autour de soi. C'est dans sa famille, dans son cercle d'amis, en allant au supermarché, s'indigner de toutes les situations dans lesquelles les droits de la personne ne sont pas respectés, parce qu'on vit dans une société ou dans un monde dans lequel on banalise en fait les violations des droits humains. Et donc, le combat pour les droits humains, c'est un combat qui doit faire partie de notre vie et qui ne nécessite pas forcément qu'on y consacre un temps phénoménal. Après, bien entendu, moi, j'encourage
toutes les personnes qui croient au travail que l'on fait à venir nous rejoindre, parce que plus nous sommes nombreux, plus nous avons de poids dans le discours que l'on peut tenir et dans les actes que nous pouvons réaliser. Ce qui fait la force d'Amnesty International, c'est justement le nombre de personnes. Que notre force, notre puissance est liée au nombre que nous sommes. Lorsque nous faisons pression tous en même temps sur un sujet, eh bien oui, nous pouvons agir. Donc, et dans toutes ces personnes qui font partie d'Amnesty, eh bien, il y en a qui sont extrêmement engagées dans leur temps, puis il y en a qui le sont très peu, et pourtant leur signature compte, leur nom compte, heu, chaque signature compte, chaque nom compte, voilà donc oui, enfin, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts et donc ça, c'est extrêmement important et donc bien entendu, j'encourage, toutes les personnes ici présentes à nous rejoindre et à agir à la hauteur de ce qu'ils sont, en capacité de donner. Peut-être beaucoup, auquel cas c'est merveilleux, peut-être, moins ou voire, très, très peu et c'est merveilleux aussi, ça nous fait, une personne et une signature de plus et c'est important. Eh bien, merci beaucoup, Madame Anne Savinel-Barras, pour votre présence. Merci pour cette conclusion. Merci pour le temps que vous avez accordé. On a été ensemble pendant 1 heure et demie. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et bon courage pour vos actions à venir. Merci. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci pour cette invitation aussi. Au revoir. Bon week-end, au revoir.